Vous en avez marre d'être déçu par la tech et ses capex faramineux qui brûlent du cash en garantie de retour. Dans un monde où les promesses d'IA coûtent des milliards en serveur, une seule chose ne vous décevra jamais, j'ai nommé la mort. C'est brutal, hein, c'est triste, mais c'est la certitude la plus absolue de l'économie. Bienvenue sur Logic Invest. Aujourd'hui, on plonge dans les deep dives de Carriage Service. Et vous allez me dire pourquoi s'intéresser aux services funéraires. On a une demande inélastique, hein. C'est pas une option, mais une nécessité. Malheureusement, tout le monde devra y passer un jour et je le souhaite à tous le plus tard possible. On a surtout une prévisibilité totale, contrairement aux marges de la tech. Ici, la visibilité est long terme. Donc on oublie 5 minutes la volatilité des semi-conducteurs et on va analyser un business model bâti sur le roc et le marbre. Donc on est parti comme d'habitude, on aura une partie deep dive où j'ai fait ma thèse, ma présentation de la société. On ira faire une partie quantitative. On aura ma conclusion et je vous donnerai mon prix juste si j'ai envie justement d'investir dans cette société. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on est parti les amis. Donc on est parti sur Carriage Service, hein. C'est un service de consommateur, hein. Donc ça m'a fait assez rire. On a une petite capitalisation boursière de 550 millions de dollars. Donc on est sur une small cap. Donc avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, on va prendre ça en compte et on va surtout, s'il y a une hausse des taux, les small caps prennent cher. Donc ça, il faudra bien l'avoir en tête. Donc elle est présente dans 26 États américains avec environ 165 funérariums et une trentaine de cimetières. Donc le modèle d'affaires, vous allez voir comment elle gagne de l'argent, c'est très simple. Il y a un modèle de cimetière et un modèle de funérarium, comme on l'a vu. Donc ils font quoi? Ils construisent pas de nouvelles pompes funèbres en partant de zéro. Ils créent pas de cimetière non plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils identifient et rachètent des entreprises funéraires familiales, indépendantes et très bien implantées dans les communautés locales. Donc là, ce qu'on va vouloir faire quand on va vouloir regarder le quantitatif, c'est regarder le ROIC, le super ROIC, les amis. Donc ça va être très important, le super ROIC. Est-ce qu'ils arrivent, une fois qu'ils ont acheté ces boîtes, à gagner de l'argent? Donc on a un modèle qui est tout simplement décentralisé, hein, contrairement à d'autres qui imposent leur marque. CSV conserve le nom local et l'historique de l'entreprise rachetée et garde souvent les fondateurs aux commandes. Le client ne voit aucune différence. Ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que les funérariums, c'est beaucoup de maillage, un petit peu avec des familles implantées un petit peu partout. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent ces entreprises-là. Ils gardent les fondateurs aux commandes et en fait, ils se font du pognon. Les gens, ils voient entre guillemets que du feu, ils ont confiance en ces familles qui ont enterré grands-parents, etc., d'année en année. Et ça, je trouve que c'est une bonne marque de fabrique. On a aussi l'optimisation invisible, hein, donc CSV apporte sa force de frappe financière, centraliser ses achats de cercueils et d'urnes. Donc ils sont forcément beaucoup moins chers qu'un indépendant parce que eux, ils achètent en gros. Logiciel de gestion moderne et optimisation des marges. Et on a aussi un positionnement premium, hein. L'entreprise se concentre volontairement sur les marchés offrant des marges élevées et des services haut de gamme. Je l'ai pu déjà le vérifier, hein. Ils ont vendu une partie de leur portefeuille de cimetières qui n'était pas assez rentable. Donc dans leur segment, on a une partie funérarium, 65% du CA, et une partie cimetière, 35% du CA. On va aller voir un petit peu ce qu'il comporte. Donc hop, on a une partie dans les cimetières, donc c'est la vente de droits d'inhumation, c'est la vente de l'emplacement physique. Cela inclut les concessions funéraires classiques en terre, mais aussi et surtout pour contrer la crémation, la vente d'espaces de mausolées ou de niches dans des columbariums pour accueillir les urnes. Plus la terre se raréfie, plus ses prix augmentent. Ce qu'il faut savoir avec les cimetières, c'est que si vous avez un cimetière qui est rempli de 300 personnes, vous aurez le même prix d'entretien qu'un cimetière qui va être rempli de 10 000 personnes. Donc plus les années passent, plus un cimetière tout simplement est rentable. Donc on a aussi la marchandise et services, hein. L'entreprise vend tout ce qui est l'emplacement, les caveaux obligatoires, etc. Le prénid, ça c'est très important. CSV a une force de vente très agressive pour vendre ses emplacements à l'avance. En fait, les gens s'attendent à mourir un petit peu comme tout le monde. Une fois que vous avez un certain âge, vous achetez votre place. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent, enfin, les clients achètent souvent l'emplacement à crédit via des plans de paiement échelonnés. Et CSV encaisse non seulement la vente, mais aussi les frais de financement et les intérêts. Des revenus financiers qui sont notamment très confortables. Donc on voit que dans le chiffre d'affaires, hein, ça pèse seulement entre guillemets 35% du CA. Mais le point crucial pour nous, les amis, c'est que le segment cimetière ne représente entre guillemets que 35% des revenus. Mais par contre, c'est lui qui dégage les marges les plus hautes, hein. C'est tout simplement le segment le plus rentable parce que vous avez très peu de personnes qui travaillent dans un cimetière. Là où vous avez un funérarium où il va falloir préparer les corps, aller les chercher, etc. Là, dans un cimetière, vous avez que l'équipe qui gère le cimetière, donc ça coûte beaucoup moins cher, les amis. Une fois que le terrain est acquis, hein, contrairement au funérarium qui nécessite beaucoup de personnel spécialisé. Donc on voit que la croissance sur 5 ans, c'est tout simplement explosif. On est passé de 68 millions en 2020
à 125 millions. Donc le segment a continué d'exploser avec une croissance de plus de 18% rien qu'au dernier trimestre 2025. Les revenus de la division cimetière ont quasiment doublé en 5 ans. Cette croissance ne vient pas d'une explosion soudaine du nombre de décès, ça on va le voir après, mais d'une stratégie d'exécution redoutable, augmentation agressive des prix de vente, 15% sur la dernière année, et la vente massive de compta Prénide à l'avance. Et aujourd'hui, il possède 28 cimetières. On va aller voir la partie hop, funérarium. Hop, on remonte. Donc là, il y aura le pilier et tout simplement deux piliers du chiffre d'affaires, pardon. Le revenu d'un funérarium ne vient pas seulement de la mise en bière, il se divise en deux catégories très distinctes. Les services professionnels, hein, donc c'est là où ils vont transporter le corps, soins de conservation, etc. La vente de marchandises aussi, hein, donc les prix des cercueils et des urnes, ça peut varier de 1000 $ à 10 000 $. Donc là, c'est vraiment un petit peu tout ou rien. Et on a le Hatnid et le Prénid. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc vous avez le Hatnid. Donc voilà, la famille arrive suite à un décès, une vente classique. Donc là, ils empochent du pognon, mais c'est pas ce qui est intéressant pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le prénid, un petit peu comme ce qu'ils ont dans le cimetière. Vous achetez tout simplement les obsèques de votre vivant, hein. Donc l'avantage pour l'entreprise, c'est qu'elle encaisse des commissions d'assurance et elle place l'argent dans des fonds de placement. Donc elle se fait du pognon tout simplement d'année après année. Et ça va grossir parce que vous allez voir, comment dire, la population américaine est de plus en plus vieillissante. Donc comme une compagnie d'assurance, hein, l'entreprise gère des milliards, alors j'ai marqué des milliards, non, c'est des millions de dollars qu'elle fait fructifier pendant 10, 20 ou 30 ans avant de devoir rendre le service, hein. C'est un moteur de profit massif et invisible pour le grand public. Donc ça, c'est très important de le comprendre et de le savoir aussi, hein. Par contre, maintenant, on va aller vers ce qui va fâcher, entre guillemets, pour la société, c'est qu'on a une transition très forte vers la crémation, et vous allez comprendre le problème, c'est qu'une crémation apporte en moyenne 2500 $ à 4000, contre 7 à 10 000 pour un enterrement traditionnel. Il faut savoir que le taux de crémation est de 60% actuellement, et il s'accélère à plus d'1% par an. Donc dans 20 ans, il sera quasiment à 80. Alors j'ai des estimations en 73, mais à mon avis, on sera pas loin des 80. Donc pour contrer ça, ils essayent de prémoniser la crémation, ils vendent des cérémonies, etc., un peu plus coûteuses, mais vous allez voir que même une cérémonie coûteuse ne rapporte pas autant qu'un enterrement classique. Donc là, on a dit un prix classique entre 8 000 et 11 000 $, et on a surtout des marges brutes élevées. Et là, une cérémonie avec crémation, mais avec une grosse cérémonie, c'est entre 5 et 7 000 $, donc des marges assez sympas. Par contre, une crémation classique directe, là, on voit les marges fondre, et c'est très mauvais pour leur business. Là où la vente de concessions, c'est tout simplement l'immobilier pur, et on est à 80% de marge. Donc on voit, voilà, dans 20 ans, on l'a dit, ouais, voilà, 80% de crémation. Donc là, on pourrait se dire, putain, attendez, là, on va avoir un chiffre d'affaires qui va totalement exploser. Là où tout simplement la baisse d'enterrement classique va être contrée, ça va être quand on va être dans l'onglet projection, les amis. Pourquoi? Parce que la population américaine est vieillissante. Aujourd'hui, on a 29 millions de personnes qui ont 75 ans et plus. Là où on a une espérance de vie des femmes de 81 ans et un homme aux États-Unis de 77 ans. Donc on peut s'attendre à ce qu'on ait 30 millions de personnes qui peuvent mourir par an aux États-Unis. Ils vont pas tous mourir demain, et c'est ce que je leur souhaite absolument pas. Là où dans 20 ans, on a tout simplement une population qui va exploser, hein, on peut le voir, hein. Donc on va passer de 29 millions à, si je sais compter, bien évidemment, 58 millions de personnes qui vont arriver à l'espérance de vie maximum, hein. Donc on peut s'attendre à un boom des décès. On va aller le voir ici, hein. Donc là, j'ai mis aussi le scénario de population des États-Unis. N'oubliez pas, vous pourrez trouver tout simplement le deep dive. Vous allez en description de la vidéo, vous cliquez sur le GDoc et vous allez arriver sur mon deep dive. Vous pouvez vous en servir, vous pouvez essayer de travailler sur ça pour apporter des précisions pour votre thèse d'investissement, les amis. Donc le nombre de décès actuel, il est de 3 millions actuellement aux États-Unis. Et si on prend le calcul projeté dans 20 ans, on va arriver à 4 millions, donc une hausse de plus de 30%. Donc ce qu'il faut faire, c'est est-ce que cette hausse va combler la baisse des dépenses d'enterrement vs crémation. Donc j'ai fait une simulation simple, hein, c'est très, j'ai fait un petit truc assez simple. Donc 40 enterrements avec 10 000 euros enfin 10 000 $ par enterrement, plus 60 crémations à 5 000 $ en moyenne. J'ai mis une moyenne de 700 000 $ de chiffre d'affaires, et dans 20 ans, vous avez 130 décès, une hausse de 30%. Par contre, vous passez à 20 enterrements, vous avez les enterrements qui sont divisés par 2, 14 000 $ avec l'inflation, 110 crémations,
avec 8000 K de dollars avec l'inflation et l'upscaling, et l'upselling, pardon, et vous avez un chiffre d'affaires d'1 160 000 $. Donc vous n'avez pas une hausse de zinzin en 20 ans, mais par contre vous avez bien une hausse. Verdict, hein, malgré l'explosion de la crémation, le CA augmente mécaniquement. Pourquoi? On a l'inflation. Et on a le volume, hein, donc les hausses de 30% de décès. Donc là, vous allez me dire, on ne peut pas y échapper, hein. Le premier qui me dit oui, mais avec l'IA, on va arrêter de mourir, il sera tout simplement banni à vie de la chaîne. Donc le cheat code, hein, de CSV, c'est le cimetière. Il ne faut pas oublier que CSV tire 35% de son CA des cimetières. Là, on a fait l'estimation pour le service funérarium. Mais les cimetières, pourquoi ils vont gagner beaucoup plus d'argent? On l'a déjà dit, vente de terrain, un emplacement traditionnel consomme beaucoup de place. Par contre, une urne, c'est beaucoup plus petit. Et on a dit quoi? Plus vous avez de monde dans votre cimetière, plus vous gagnez de l'argent, moins vous avez tout simplement à dépenser enfin, vous dépensez la même somme pour l'entretenir, mais plus vous avez de monde dedans, plus ce cimetière est rentable. Donc là, vous vendez une plus petite place, donc une minuscule niche dans un mur pour 3000 $. Vous pouvez mettre 50 urnes dans la même surface qu'une tombe traditionnelle. Donc le revenu au mètre carré est 10 fois plus élevé avec ses clients, et on a vu qu'ils ont une marge brute de 80% pour les cimetières. C'est là que c'est hyper important à comprendre. Donc conclusion, hausse ou baisse. Vous pouvez être rassuré, hein, leur chiffre d'affaires ne va pas chuter, mais il va tout simplement croître modérément, mais sûrement. C'est pas une croissance explosive comme la tech, hein, mais c'est une croissance inéluctable, hein. La crémation réduit le ticket moyen, mais l'augmentation du nombre de morts et la vente de produits dérivés font plus que compenser cette baisse. Donc oui, le CA de l'entreprise va croître avec la population vieillissante. Maintenant, on va aller voir un petit peu la direction et leur plan, les amis, parce qu'on voit que pour croître, l'entreprise a besoin d'acheter énormément de funérailles et de cimetières. On veut voir un petit peu ce qui est aux manettes et si c'est pas des gens totalement what the fuck et quel plan ils ont pour la boîte. Donc on a Carlos Quezada, c'est l'architecte de la transformation actuelle, ancien SCI, hein, leader du secteur, ancien de SCI. C'est tout simplement les concurrents. Il a apporté une culture de la donnée et de la performance opérationnelle. On a le président du conseil, il assure l'indépendance du board et la supervision stratégique. Et on voit que tous ont été, il y a vraiment une mise à jour, j'ai envie de dire, de la tête de la société en 2023-2024. Et on a aussi Steve Metzger, donc président et CEO, promu en février 2026. Il supervise désormais l'ensemble des opérations, des ventes et surtout des fusions-acquisitions. Donc lui, il va être très important qu'il fasse bien son job. Et on a le CFO, hein, son rôle a été élargi en 2026 pour inclure l'informatique et la chaîne d'approvisionnement, signe que la réduction des coûts et l'efficacité numérique sont des priorités absolues. Donc le board a proposé des mesures très shareholder friendly pour l'assemblée de mai 2026. La déclassification du conseil, cela signifie que tous les administrateurs seront élus chaque année et non plus par tiers, augmentant ainsi leur responsabilité envers les actionnaires. Donc là, la boîte a voulu faire preuve de transparence vs les actionnaires. Donc on a la vision 2030. Donc ils veulent faire quoi? Relancer les acquisitions, prévoient d'acquérir des entreprises familiales de haute qualité, principalement dans le sud-ouest des USA et en Floride aussi. Zone à forte croissance démographique, et en Floride on sait il y a beaucoup de personnes âgées. La cible 2026, ils prévoient d'intégrer déjà 5 à 10 milliards, 10 millions de revenus via de nouvelles acquisitions cette année. Et ils veulent améliorer les marges, mais comme toutes les boîtes, hein, donc blablabla, il n'y a pas une boîte qui va pas nous dire on veut améliorer les marges. Clairement. Donc là, comme d'habitude, quand je fais un deep dive, il faut noter les 3 plus gros risques, parce que sinon on tombe amoureux des boîtes et on peut se laisser un peu séduire et acheter une boîte et se dire eh, putain merde, j'avais pas pensé à ça. Donc on a la cremation gap, l'érosion du panier moyen. Donc si le taux de crémation augmente plus vite que la capacité à CSV à vendre des services premium, le chiffre d'affaires par décès va stagner ou baisser. L'impact, même avec une hausse de 30% des décès, si les revenus par client chutent de 40% à cause du passage de l'enterrement à la crémation directe, la rentabilité globale de l'entreprise s'essouffle. CSV doit impérativement réussir sa stratégie de célébration de la vie pour maintenir ses marges, donc des crémations un peu plus haut de gamme, et aussi surtout acheter des cimetières hyper rentables. Le poids de la dette et les taux d'intérêt, donc ça j'en avais parlé au départ. CSV, c'est une petite boîte qui utilise beaucoup de leviers financiers pour acheter ses concurrents. Donc le problème, hein, fin 2025, le ratio dette-endettement, on ira voir après, mais tourné autour de 4 d'EBITDA. C'est élevé, mais pour une small cap, c'est pas du tout non plus la mort. Donc si les taux d'intérêt restent élevés, ou si la Fed ne baisse pas ses taux comme prévu, et là on peut s'attendre avec ce qui se passe au Moyen-Orient à une baisse des taux qui ne sera pas là, voire une hausse, ça paralyserait leur plan de croissance, moins d'argent pour les acquisitions, moins d'argent pour augmenter le dividende, et une action qui reste scotchée au sol, car les investisseurs jugent le profit financier trop risqué. Donc peut-être un point intéressant pour rentrer sur la société. Et on a aussi une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, hein. Donc le problème c'est quoi? C'est que sur les funets, le mec il va devoir y aller 24 sur 24, 7 jours sur 7, ça va téléphoner à 2h du matin, il y a un accident, faut aller ramasser les corps.
Donc il y a moins en moins de jeunes diplômés en thanatopraxie et en gestion funéraire. Pour regarder les clients, les talents, pardon, CSV doit augmenter massivement les salaires et les avantages sociaux. Donc on a eu il me semble qu'il y a eu voilà, une part énorme des coûts de funérarium, une hausse des salaires supérieure à l'inflation viendrait grignoter. Alors là je ne l'ai pas mis, mais il me semble qu'il y a eu une espèce de petite rébellion un peu des salariés qui voulaient une plus grosse augmentation. Donc ça, va falloir aussi le prendre en compte. Par contre, on a une note de mode. Alors attendez, je ne l'ai pas mis. On va la faire ensemble, pardon. Hop, marché efficient. Là, on est à 5. J'ai fait une erreur. Donc l'avantage des coûts, hein, la mutualisation régionale des flottes et des achats. Donc comme on l'a dit, ça écrase des coûts. Donc on a avantage de coûts, oui. Actifs intangibles, bien évidemment. Une fois que vous avez acheté votre cimetière, les gens ne vont pas se sauver, les amis. Pareil pour le funérarium. Effet de réseau, j'ai mis 0 sur 5, oui et non pour moi. Parce que l'effet de réseau, bah, si vous avez fait enterrer des gens ou autres, pour moi, le service rendu à la famille améliore et attire d'autres personnes. Donc dans ce que j'avais trouvé, j'ai mis 0 sur 5, mais on aurait pu rajouter quelques points. Mais bon, bref, on va quand même être un peu méchant là-dessus. Coût de changement. Mais là, je suis désolé, là, je dois mettre 5 en fait aussi, je me suis trompé. Les contrats de prévoyance et les caveaux familiaux déjà payés verrouillent le client des décennies avant le besoin réel. Une fois que vous avez payé votre caveau dans le cimetière, vous n'allez pas aller ailleurs, vous avez déjà payé. Donc là, on est à 5 sur 5. Aux réglementations et marchés efficients, les bailleurs d'urbanisme et de rejet local de nouveaux cimetières transforment les sites existants en forteresses monopolistiques. Et on l'a vu, une urne ne prend pas de place. Donc on aura très peu de création de nouveaux cimetières. Donc la note, elle est simple. Elle est de 20 sur 25 et on a une très grosse note ici. Donc là, moi, tout simplement, ma conclusion, je ne l'avais pas encore faite quand je tourne cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais encore comment dire, quelques doutes, notamment sur le quantitatif. Est-ce que j'ai envie de rajouter la boîte ou pas? On voit qu'on a des revenus seulement en augmentation de 6% par an depuis 2016. On a des bénéfices en croissance de 11% par an, pareil, et de 84%, mais avant c'était vraiment une toute petite entreprise, hein, depuis qu'on a les données. Pareil, les free cash flow sont en augmentation seulement de 4% depuis 10 ans. Donc c'est pas non plus terrible. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de leur free cash flow pour acheter des cimetières. Les marges sont pas incroyables non plus. Par contre, elles sont quand même en augmentation sur la marge OP, la marge nette, etc. On va aller voir les marges des free cash flow. Et les marges des free cash flow, elles se sont totalement écrasées. Bon, on a eu post-Covid, hein, énormément de gens sont décédés. Donc là, ça a rapporté beaucoup d'argent. Et encore que 2021-2022, ça s'est réduit. C'est vraiment juste sur l'année 2020 où il y a eu énormément de pognon. Sinon, la marge de free cash flow, on voit qu'on n'arrive pas forcément à augmenter cette marge-là. Le retour sur capitaux, et là, vous allez me dire, mais le ROIC est pas terrible. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément le ROIC qui va comparer l'argent que l'entreprise gagne par rapport aux dernières années. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le super ROIC. On ira le voir après. Donc là, on voit qu'on a quand même du CAPEX aussi, les amis, hein, parce que faut aller entretenir les cimetières, faut entretenir les funérariums, faut peut-être en monter aussi des nouveaux, même s'ils les achètent. Donc il y a forcément des travaux à faire. Moi, ce que j'aime pas, par contre, c'est qu'on a des SBC pour une small cap. Donc on a énormément de free cash flow qui passe dans la rémunération pour les dirigeants. Donc ça, j'aime pas trop non plus. La dette, on avait dit que oui, elle était quand même importante, on va pas se mentir, 4,50 de l'EBITDA, il n'y a quasiment aucune trésorerie. Pourquoi? Tout passe dans le rachat de cimetières et de funérariums. On a des actions en circulation par contre qui sont qui sont en baisse tout simplement. C'est assez marrant que ça soit en baisse. Il y a eu du rachat d'actions de fait, je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas forcément ce qu'on attend d'une boîte d'une small cap comme ça, quoi. On a un dividende en augmentation par contre de 8% par an sur les 10 dernières années, donc là, assez agréablement surpris. On a une petite baisse aussi des employés, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vendu des cimetières, il y a moins de monde aussi qui travaille et il y a peut-être une meilleure gestion. Maintenant, nous, ce qu'on veut, voilà, c'est ce foutu super ROIC. On voit que c'est une société qui, depuis 10 ans, 5 ans et 1 an, travaille très bien versus le ROIC classique par rapport aux anciennes années qui se mesurent avec qui se mesure avec l'historique de la boîte. Là, par contre, c'est vraiment le capital qui est enclenché il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Vraiment, le super ROIC est très important sur cette boîte. Et on voit que c'est une boîte qui bosse très bien, on peut le voir. On a une marge nette de seulement 12%, une marge de free cash flow de 9%. Donc là, c'est clairement le point négatif. On voit que le WACC est largement couvert par le super ROIC, donc ça, c'est bien. On a des futures estimations pour les chiffres d'affaires et les EPS et les bénéfices par action qui ne sont pas incroyables. On a une prédictibilité de zinzin. Bon, ben voilà, vous avez compris, hein,
Personne ne va être oublié dans la mort, malheureusement. On a une croissance du dividende qui, depuis quelques temps, n'augmente plus. Et on a surtout une dette qui reste assez problématique. Donc ça, c'est pas très grave, entre guillemets, sur une small cap. Maintenant qu'on a tout ça, entre guillemets, dans la balance, on peut aller voir hein, le dividende qui n'augmente plus depuis 2023. Donc là, ils font tout simplement du rachat, du rachat, du rachat, du rachat. Donc là, ça va être dur au terme de valorisation d'aller chercher un prix juste avec ces free cash flow. Donc là, je préfère regarder, moi, une valorisation avec les bénéfices par action. Donc on voit que la boîte, elle se paye à 12 de PE, c'est pas incroyable, mais la médiane du secteur, ça doit être 15. On a une médiane à 21, pourquoi? Parce que bah, ça a été faussé avec le Covid en fait. Avec le Covid, il y a eu un énorme PE dû aux bénéfices aussi qui ont pas mal augmenté. Mais on voit que je pense qu'il faut pas mettre à ça, enfin, faut pas mettre un PE final au-dessus de 13, 14, peut-être 15 si on veut être hyper comment dire, bullish là-dessus. Mais moi, j'irai pas au-dessus de 13 avec une croissance des bénéfices par action de 5% par an. On voit qu'ils ont fait enfin, on voit qu'ils ont fait justement 5% sur les 10 dernières années. Ça a été largement en augmentation, à part sur les 3 dernières années. En un an, ils ont fait une très très belle année 2025. Mais on voit que maximum, voilà, ça n'a jamais vraiment dépassé les 5 sur le long terme. Donc on va partir sur du 5%. On serait sur un prix juste autour de 32 dollars. Et là, vous allez me dire, le Bubbless, hein, elle cote aujourd'hui à 43 dollars. Donc il y avait peut-être un momentum ici, là, justement en 2024, où ça cotait aux alentours de 20. Je pense qu'on avait un prix qui n'était pas déconnant. Ça se paye quand même 16 fois les free cash flow, alors que la moyenne est de 15. Ça se paye à 10 fois les operating cash flow. La moyenne est de 8,91. Et voilà, donc on aurait un PEG ratio assez bas. Je suis pas fan du PEG ratio non plus sur des toutes petites boîtes comme ça. Et on peut voir surtout que le prix versus les free cash flow, bah, en fait, on paye la boîte quand même assez cher par rapport à sa médiane historique depuis 2006. Donc on a eu, hein, comme j'ai dit ici, en 2024, il y avait peut-être un monde où voilà, tu acheté ça à 6, 7 fois les free cash flow à 20 dollars. C'était un bon achat. C'est pour ça que j'ai pas écrit de conclusion, c'est qu'en vrai, même moi, je sais pas si c'est une boîte qui peut m'intéresser ou pas, hein. C'est assez. Enfin, je pense qu'elle pourrait m'intéresser dans un monde où on a vraiment une grosse baisse. Donc là, on est en dessous, en termes de PE, on est en dessous de la médiane, mais voilà, la médiane pour moi était un petit peu flinguée. Moi, je pense qu'on est quasiment, voilà, ça s'est changé autour de 20, là, ça s'est changé autour de 12. Moi, je pense un PE de 10, voilà, je serais prêt à payer peut-être un PE entre 9, 10, mais pas au-dessus. Donc ce que je voulais dire moi pour ma conclusion, c'est quoi? C'est que je pense que c'est une société qu'on peut avoir en fond de portefeuille, donc l'acheter très très bas, hein. Donc se prendre une belle marge de sécurité autour de peut-être de 22, 23, allez peut-être aller 25 dollars, mais grand maximum. Et par contre, ce qui est bien avec ce genre de boîte, c'est que tu l'achètes et tu la fous dans ton portefeuille et tu ne la regardes même plus. Parce que tu l'as payé tellement bradé, tu sais qu'il va y avoir énormément de décès. C'est une boîte pour moi de fond de portefeuille, même si c'est une small cap, il faudra quand même regarder les résultats, regarder qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Mais voilà, moi j'irai clairement pas à un prix de 43 dollars. Je trouve que là, on paye un premium de fou et on n'y est pas du tout, hein. Donc là, on va tout simplement. Moi, je vais la mettre dans ma watchlist parce que franchement, j'avais déjà mis. Alors, je l'ai mis en dividende, mais en vrai, j'aurais dû la mettre en quality surtout. Parce que les dividendes, on n'y est pas. Mais justement, pour moi, ça peut être une boîte à dividendes dans les 15 prochaines années en fait. Elle va augmenter son dividende au fur et à mesure qu'elle va gagner de plus en plus d'argent avec de plus en plus de décès. Donc voilà pourquoi. Moi, c'est une boîte, je pense que je vais mettre dans. Hop, on va l'enlever d'ici. On va la mettre dans la partie quality analyse dans des sociétés que je regarde. C'est clairement pas demain il y a un crack, c'est clairement pas là-dedans que j'irai mettre 10 000 euros. Mais si jamais à un moment donné, dans les 3, 4, 5 prochaines années, on a peut-être une entreprise qui commence à baisser un petit peu, des taux d'intérêt qui montent, un prix qui commence à être très abordable en termes de métriques, pourquoi pas mettre une cartouche dedans? Moi, je le dis, c'est pas non plus la société que je regarde le plus, mais elle peut être intéressante. On va aller voir vite fait un petit peu les concurrents. Donc, on a. Alors, attendez, CSI, je sais plus exactement le nom. Ouais, attendez, si je tape CSI, est-ce qu'on la trouve tout de suite ou pas? Attendez, je l'ai peut-être ici. Parce que j'en ai regardé pas mal, hein. J'ai regardé énormément de boîtes dans ce. Je crois que je l'aurais pas, CSI. Non, je l'ai pas, putain, merde. Mais c'est comment elle s'appelle la boîte à l'aide? Bah, si je suis con, c'est là, Service Corporation, putain. Trop nul en fait, hein. Faut que j'arrête les vidéos. Bref, allez, on continue. On se focus jusqu'au bout. On va aller voir un petit peu, mais. Ouais, putain, mais. Notre tronche là. Alors je crois que c'est Service Corpo, non? Elle est cotée, c'est sûr et certain.
Ah là, elle est là. Et là, elle est beaucoup moins belle. Et ça, c'est le gros acteur américain, quoi. C'est clairement la grosse capi américaine, hein, avec 10 milliards. C'est vraiment le mastodonte. Mais clairement, moi, le quantitatif me laisse perplexe. C'est pas incroyable du tout. Et pareil, en termes de valo, moi je trouve qu'on paye ça quand même à 20 fois les PE. Alors oui, c'est une plus grosse société, il y a plus de fonds, etc. Il y a moins de, enfin, il y a moins de dettes, non. Elle est quand même endettée aussi, hein. Elle est endettée à 3 sur les bidas, mais il y a plus de pognon. Les actions en circulation sont bien plus en baisse. Et surtout, on a un dividende, je crois, qui est pas déconnant, hein. On a quasiment 2%, mais surtout, on a une belle croissance, il me semble. Ouais, on a une croissance de 10% par an sur le dividende. Donc voilà, il y a vraiment ces deux sociétés-là dans ce secteur. J'en avais trouvé une aussi en Chine, mais alors en Chine, il y a l'air d'avoir un problème de législation de zinzin. On a une boîte qui s'est fait foudroyer alors qu'elle était pas mal. Je crois que c'était Foodchain, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, faites vos recherches si vous voulez regarder. Moi, si je devais aller sur une boîte dans ce secteur-là pour parier, bah, malheureusement sur le décès des gens, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie. J'irai là-dessus. Encore une fois, j'irai à un prix plus qu'abordable et c'est pas une boîte que j'irai chercher en temps de crise. C'est une boîte, voilà, peut-être qu'un mois, il y aura peut-être pas grand-chose. Peut-être que dans 6 mois, elle sera à 20 $. Il y aura peut-être pas grand-chose sur le marché à acheter et j'aurai ça en fond de portefeuille. Voilà ce que je pouvais dire, pardon, sur ce plus petit deep dive sur Carriage Service. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, à aussi vous abonner sur mon Twitter. C'est là où je note tous mes achats du mois, de la semaine, journalier, etc. Et cette semaine, on a acheté 2 actions Mastercard. 3 actions, pardon, Mastercard. Et dimanche sort mon deep dive complet sur l'action Exilor Luxotica, les amis. Elle a pris une belle petite pêche. Est-ce qu'on peut aller la trouver ici? On va aller faire un petit peu de teasing. Ou si on la trouve pas, tant pis. Non, mais je sais même plus comment ça s'écrit en plus. Non, mais je suis trop nul en fait, hein. Je fais un deep dive sur la boîte, j'écris un G. Voilà. Alors pourtant, j'avais bien écrit en plus. J'avais bien. J'ai fait tout simplement, hop, un petit deep dive dessus. On va aller voir un petit peu. Elle a pris une bonne pêche, il me semble, en termes de graphique. Bon, par contre, l'application Bagger, s'il vous plaît, là, les deux petits créateurs, faites quelque chose. Là, on n'en peut plus de ces temps de chargement. J'ai envie de casser mon ordinateur. Alors, ça vient pas de Mako, hein, j'ai 200 mégas. Bon, tant pis, ça ne veut pas charger, les amis. On se retrouve tout simplement dimanche, 9h le matin, les amis, avec votre café préféré devant le deep dive de Exilor Luxotica. C'était Logic Invest. Et n'oubliez pas qu'investir est une formidable raison d'être heureux.